Et la bienvenue dans la balade matinale. Comme je le disais, c'est le dernier numéro de la semaine. Nous sommes au vendredi 6 décembre 2024 et nous approchons tout doucement de la fin d'année. Comment se préparent les festivités de Noël, la nouvelle année? Comment ça s'engrange chez vous? Alors, j'espère que vous avez mis les petits plats dans les grands pour réussir la fête, surtout pour nos tout petits, parce que eux, sans Papa Noël, sans cadeau de Noël, c'est pas la fête. Bienvenue une fois encore dans la balade matinale. Aujourd'hui, nous allons parler beauté. La beauté est censée passer aussi par du sport. Lorsque vous faites des activités physiques au quotidien, vous devriez normalement avoir une beauté naturelle. L'OMS recommande aux adultes comme aux tout jeunes de 18 jusqu'à 64 ans de pratiquer entre 2h30 et 5 heures d'activité sportive modérée par semaine. J'ai pas dit par jour, par semaine. L'idéal est donc de fractionner vos séances et de les répartir dans la semaine. Mieux vaut en réaliser 3 séances d'1 heure par semaine plutôt qu'une grosse séance de 2h30. Alors, vous allez me demander comment le sport va rendre belle une femme. Voilà une activité physique pratiquée au quotidien. D'abord, vous permet d'hydrater votre peau parce que vous savez, quand vous suez, quand le corps naturellement fait ressortir de la sueur, ça permet à la peau de garder sa fraîcheur. C'est le geste clé en fait pour avoir une belle peau. Sans hydratation quotidienne, il y a de fortes chances que vous fassiez grise mine, c'est-à-dire que la peau se dessèche pour ceux-là qui ont une peau sèche. Alors, une activité physique régulière est un grand atout beauté. Bouger permanemment permet donc au corps d'avoir un poids normal, une forme normale, une silhouette harmonieuse et de réduire ainsi le phénomène de fonte de la masse musculaire. Voilà un des secrets, un des rituels que vous devez adopter au quotidien. Vous verrez les grandes stars, les Jennifer Lopez, être toujours en forme. Voilà, leur secret, c'est l'activité physique au quotidien. Alors, vous allez vouloir aussi paraître belle au quotidien. Pour ça, prenez rendez-vous chez votre esthéticienne ou votre dermatologue. D'abord pour connaître votre type de peau et ensuite savoir quels soins adaptés lui faire au quotidien. C'est vrai, nous vous donnons des conseils sur comment faire des soins de visage, des soins de corps, des gommages et tout, mais l'idéal est de connaître d'abord son type de peau. Voilà pour le conseil beauté de ce matin. Je vais souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont déjà confortablement installés. À ma gauche, elle s'appelle Eugénie Galéguis-Otosu. Elle est la directrice d'Afriquel. Bonjour, madame. Bonjour, chère consoeur Joanita, et bonjour à notre deuxième invité. Oui. Notre, parce que je me sens dans la peau, Ah dans oui, la peau de faut dire journaliste. que tu m'as abandonné dans la balade matinale, donc Non, non, je je suis suis là. livrée à moi-même, hein. Non, je suis là. Bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Comment se porte Africaine? Afrique, elle se porte très bien. Hmm. Actuellement, c'est intense parce que nous avons initié une campagne de communication Mhm. sur les violences faites aux femmes handicapées Oui. dans le cadre donc des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes ou les violences basées sur le genre. Donc, il faut dire que depuis le 25 novembre jusqu'au 10 décembre, nous sommes acculés, À pied surbookés, d'œuvre voilà, pour dénoncer pour donc cette ces violences. activité. Oui. Bon courage à vous, c'est pas Merci facile. beaucoup. Alors, à ma droite, elle s'appelle Farida Toubrim, chargée de l'assistance juridique sur les violences basées sur le genre Casside. Bonjour madame. Bonjour madame, comment Comment ça allez-vous? va? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi, un plaisir de vous avoir avec nous. Partagez. Comment s'annonce cette lutte sur les violences basées sur le genre? Alors, Ça promet? oui, vraiment, ça s'annonce vraiment bien. Hmm. Nous faisons des campagnes de sensibilisation Mhm. et on peut dire que les résultats attendus sont seront vraiment effectifs. Ah oui, Oui, ça réussit, oui, ça les réussit. gens écoutent. Oui, les gens écoutent. Hier, par exemple, nous avons effectué des campagnes au sein du marché de Nukafu. Mhm. Et vraiment, nous avons un stand juste à côté Oui. qui permet de faire l'écoute. Et ça a vraiment prospéré parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés. À la foire, c'est une foire Oui.
qui nous ont approchés. On a eu des cas aussi qu'on a reçus, qu'on va traiter après. D'accord. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Je reviens à toi, Eugénie. Qu'est-ce qui a motivé cette campagne de sensibilisation, particulièrement en faveur des personnes handicapées? Alors déjà, il faut dire que nous avons constaté que les femmes, de façon générale, sont victimes de violences, Oui. et que ce soit les violences physiques, émotionnelles, psychologiques, économiques. Et nous avons constaté aussi qu'en étant femme valide, ce n'est pas du tout facile de survivre dans un environnement pareil. Et nous nous sommes demandé qu'est-ce qui en est de ces femmes handicapées, comment est-ce qu'elles autres arrivent à survivre, arrivent à vivre en toute tranquillité. Alors, de cette question, nous nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons fait quelques interviews avec les femmes handicapées et nous avons constaté qu'il y a vraiment un besoin d'alerter l'opinion nationale sur leur situation, leurs conditions. Donc, et dans les recherches aussi, nous avons constaté ou nous avons appris qu'en mars 2024, cette année, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé à faire plus de recherches sur les conditions de vie des personnes, des femmes handicapées, justement parce que leurs besoins ne sont pas forcément les besoins des autres femmes ni des autres personnes handicapées. Donc, voilà toutes ces raisons qui nous ont amenés à décider parler des violences faites aux femmes handicapées au cours des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre de cette année 2024. Et heureusement, nous avons reçu l'appui technique du ministère de la Solidarité, non plutôt du ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et de la promotion de la femme. Nous nous sommes allés voir la ministre qui nous a écoutés, qui est restée attentive et qui a accepté donc nous accompagner sur le projet. Et nous avons reçu aussi l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA Togo, donc à qui nous disons d'ailleurs merci. Et nous sommes en partenariat avec d'autres organisations de la société civile, notamment le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, la FETAF, qui est la Fédération des associations des personnes handicapées, également à Profeto, avec qui nous travaillons, ou qui est justement basée sur la thématique des femmes handicapées. Il y a l'association Tchaouré qui est dans les savanes, qui aussi fait des activités de sensibilisation. Ça veut dire que la sensibilisation va jusqu'à l'intérieur du pays? C'est sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait des émissions en français, en kabyère, en moba. Thème pas encore, mais voilà. Donc, il y a l'association Tchaouré, l'association Together, et également l'association des femmes handicapées émergentes en politique, qui aussi a rejoint donc la campagne. Ça veut dire que nous avons commencé avec 2-3 organisations, mais nous avons eu d'autres personnes qui ont adhéré. Nous avons même une autre association en entier qui nous a fait signe, qui est intéressée par ce que nous faisons et qui pense qu'au-delà de ce qu'ils font, il faut vraiment porter le message au-delà et que les personnes puissent vraiment comprendre les femmes handicapées. Et vous en êtes à combien de jours actuellement? Nous avons lancé la campagne le 25 novembre, jour donc de la journée internationale de l'élimination contre les violences faites aux femmes. Et elle se poursuit jusqu'au 10 décembre, journée internationale des droits humains. Et dans la foulée, le 3 décembre, c'était la journée internationale des personnes handicapées. Donc, sur toute cette période, les 16 jours, nous avons commencé avec une campagne de communication digitale avec des visuels, des vidéos, sur les réseaux sociaux, et nous sommes en train de faire des tours de médias, pour parler à d'autres personnes. Les émissions se font en langue locale comme en français, ce que nous faisons ici d'ailleurs. Nous vous remercions pour l'opportunité. Et également, nous aurons une rencontre en présentiel le lundi prochain, dans l'après-midi, avec les femmes handicapées, les organisations de la société civile. Après donc cette rencontre, nous allons élaborer avec l'appui du CACIT un document de plaidoyer à l'endroit de qui peut aider ces femmes handicapées. Alors, à qui s'adresse la campagne exactement? Est-ce que c'est seulement à l'endroit des personnes handicapées ou les non-handicapés aussi devraient être impliqués? Alors, la campagne s'adresse, on va dire, à tout le public. Normalement, c'est une campagne qui protège, qui sensibilise sur la violation faite à l'égard des femmes. Mais cette campagne elle est adressée à tout le public parce que
on s'est dit que déjà, si tout le monde est informé, ça constituera une diminution en quelque sorte, parce que l'information, c'est la clé. Oui. Ça constituera une diminution des violences qui seront faites à l'égard des femmes. Et il est très important aussi que cette campagne touche ainsi ces femmes qui ne sont forcément pas au courant de leurs droits et qui sera vraiment bénéfique pour eux. Oui. Parce que de nos jours, il y a des violences qui sont vraiment banalisées dans la société. Surtout les violences psychologiques. Les gens se disent que, en tant qu'Africains, les Africains, que nous avons un mental d'acier. On n'a pas besoin d'être assisté psychologiquement, alors voilà. que c'est faux. Hein. Alors que c'est faux. Oui. Ou peut-être que dans un foyer, peut-être qu'il y a des mésententes qui sont vraiment, vraiment toxiques pour la femme, mais elle se dit qu'elle ne sait pas que ce sont des violences qui sont punies par la loi. Elle pense que c'est tout à fait normal. Que c'est dû à la culture. Alors que si cette femme, elle a été informée des conséquences même de ces violences-là, elle saura quoi faire. Donc, c'est le but même de la sensibilisation, de la campagne des 16 jours d'activisme. Vous m'avez parlé, entre-temps, d'un centre d'écoute. Oui, nous avons. Donc, à ces femmes handicapées. Qu'est-ce que vous écoutez régulièrement de la part de ces femmes? Alors, nous ne sommes pas spécifiquement sur les femmes handicapées. Ah, c'est général? Nous, c'est plus général. Alors, nous avons un centre d'écoute au sein du CACIT qui permet à ce qu'on reçoive toutes ces femmes-là. Oui. Alors, ça... Qu'est-ce qui vous revient très souvent on va dire qu'il y a tout type de violences. Souvent, les violences, autant pour moi, souvent, ce sont les violences domestiques. Les violences conjugales ou les violences qui sont faites par des personnes que ces femmes-là connaissent, les personnes de la famille. Donc, ces violences-là peuvent entraîner, ce sont des violences qui sont physiques ou émotionnelles que les gens négligent souvent. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qu'elles disent? Voilà, c'est mon mari qui me martyrise, c'est ma belle famille. Qu'est-ce qu'elles disent réellement quand elles viennent? Bon, il y a des femmes qui se font battre, rouer de coups par leur mari. Il y en a aussi qui sont un peu persécutées par la belle famille. Il y en a qui n'ont pas le droit d'exercer des activités génératrices de revenus parce que leurs maris ne veulent pas. Carrément. Oui, et ces femmes-là, dans certaines cultures, il est permis que la femme ne doit pas travailler et tout, alors que à la maison. Alors que ces femmes-là elles ne sont pas vraiment joyeuses dans ce genre de conditions. Et puis, peut-être qu'elles aussi, elles pensent que c'est normal. Peut-être que dans ces cas-là, il y a des témoins des voisinages qui peuvent toutefois se signaler le cas. Oui. Et si la femme veut, elle vient me consulter. On lui explique ses droits et devoirs et tout. Mais là, maintenant, en fait, c'est à la femme de décider. Hein. Et ça dépend aussi des cas. Ça dépend des cas. Donc, c'est à la femme de décider. Si elle souhaite vraiment s'émanciper ou rester dans le cas. Oui. Mais il y a des cas qui sont vraiment flagrants, comme des violences vraiment, vraiment physiques, des bastonnades, des coups. Là, vraiment, on a des accords avec on va pas dire comment dire, des personnes ressources. Oui, nous avons des personnes ressources. Nous entretenons des relations avec des hôpitaux, des cliniques, qui nous permettent de référer ces personnes, ces femmes victimes de violences à ces cliniques. C'est ce que je dis, que ça dépend vraiment du cas. D'accord. Lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a une violence vraiment physique, des coups et blessures, non. Premièrement, on dirige ces femmes-là vers ces centres qui sont soignés. Après, on continue l'écoute. Où nous sommes aussi en collaboration avec des psychologues assermentés qui nous permettent aussi de suivre ces femmes-là sur le plan psychologique afin qu'elles puissent retrouver leur état d'esprit. D'accord. Eugénie, quel est le message central que vous souhaitez transmettre avec ces 16 jours d'activisme? D'accord. Si vous permettez, je reviens un peu en arrière par rapport à qui a adressé la campagne. De façon générale, à tout le monde, pour appuyer ce que Farida a dit, de façon générale, la campagne est adressée à tout le monde, mais particulièrement à nos autorités, parce que les violences que nous observons, même si elles existent dans les communautés, il y en a qui peuvent être réglées par l'autorité, par les partenaires du gouvernement.
Donc, je vais donner quelques exemples pour qu'on puisse bien comprendre la situation que nous sommes en train de décrire. Quand vous allez au marché, les marchés que nous avons aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a pas forcément des rampes pour l'accès à ces personnes, à ces femmes. Exactement. Donc, est-ce que quand on est femme handicapée, on n'a pas le droit d'aller au marché? Est-ce que quand on est femme handicapée, on ne peut pas vendre tranquillement dans un marché? Est-ce que nous voyons réellement ce côté de la chose? Non. Justement. Oui. Et là, nous parlons du marché. Et quand nous allons du côté de la santé, les hôpitaux, de santé. Les structures de santé, il y en a très peu qui ont des rampes. Et nous parlons que des rampes. Mais imaginez une femme sourde qui va à l'hôpital et qui a besoin de soins. Comment est-ce qu'elle va converser avec l'agent de santé pour faire passer son message, pour dire ce dont elle souffre? Comment l'agent de santé peut comprendre cette femme si il n'est pas habitué ou initié au langage des signes? Ça veut dire qu'à un moment, il faut que dans les structures étatiques ou dans les structures de façon générale, que ce soit les hôpitaux privés ou les hôpitaux publics, il faut mettre en place un dispositif pour permettre à ce que les personnes handicapées puissent aussi avoir accès aux soins de santé de manière efficace et également avoir accès au marché de manière efficace. Nous restons toujours dans la situation des femmes handicapées dans les hôpitaux. Une femme handicapée qui va en consultation gynécologique, vous voyez les lits, les tables d'accouchement, elles ne sont pas forcément adaptées aux besoins de ces femmes. Nous prenons l'exemple d'une jeune dame que nous avons rencontrée dans le cadre de cette campagne, qui est enceinte de 6 mois, qui est handicapée moteur, qui ne peut pas se déplacer et qui va à l'hôpital pour faire sa consultation prénatale. Et même là, elle a eu du mal à aller, elle a attendu jusqu'à 6 mois pour y aller. Si elle doit aller à l'hôpital, il faut qu'elle se réveille à 3 heures du matin parce qu'elle doit se doucher et les toilettes ne sont pas adaptées, donc elle se douche dans la cour dehors. Et il faut qu'elle se douche avant que tout le monde se réveille. Donc, elle se réveille à 3 heures pour se doucher. Le temps de se doucher, de revenir, de s'habiller, d'aller, de chercher quelqu'un pour la porter à l'hôpital, c'est déjà compliqué, surtout dans son état de grossesse. Et maintenant, arrivée à l'hôpital, elle nous raconte qu'elle devait monter sur la table pour se faire, examiner. Elle ne pouvait pas. Donc, il a fallu que le médecin appelle des personnes extérieures alors que c'est l'intimité de la femme en ce moment. Appelle d'autres personnes pour qu'on puisse la porter, déposer sur le lit, pour qu'on puisse la déplacer après, la remettre après. Voilà, donc c'est compliqué quand nous parlons de la situation des femmes handicapées. Et c'est justement, on ne voit pas forcément ces côtés. Donc, pour nous, il est important avec cette campagne de relever ces points pour que l'autorité, pour que les partenaires techniques et financiers, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, notamment avec Handicap International, qui financent des structures qui veulent faire des rampes, qui autorisent ou qui permettent à ces structures de le faire. Quand nous prenons les hôtels, les personnes handicapées ont aussi droit à aller dans les restaurants, à aller dans les hôtels. Sûr. Pour l'organisation de notre activité du lundi, nous avons eu énormément de soucis pour trouver un endroit propice parce que justement, les hôtels ne sont pas construits en fonction de leurs besoins. Et les salles sont au 3e, 4e niveau, alors qu'il faut monter dans l'ascenseur. Pour monter dans l'ascenseur, il y a beaucoup d'escaliers. Ces personnes ne peuvent pas forcément avoir accès. Donc, nous disons que la campagne est adressée à tout le monde. Aux gouvernants, et également à nous, la communauté. Quand nous voyons une personne handicapée en circulation, qu'est-ce que nous faisons? Dans les écoles, il y a eu un exemple que Mme Lawson, la présidente de l'Association des femmes handicapées émergentes en politique, a donné la dernière fois. Cette année, pour inscrire un enfant à l'école, c'était difficile parce que l'école privée a refusé carrément de prendre l'enfant parce qu'il se dit, ou elle se dit que ce sera compliqué de le gérer. C'est un enfant handicapé. De le gérer. Et il a fallu qu'elle, avec les parents, partent faire des pieds et mains, ressortir des lois pour que l'école accepte finalement de prendre l'enfant. Mais à quelles conditions? L'école demande à ce que les parents même apportent la table banc sur laquelle l'élève doit s'asseoir. Vous voyez autant de discriminations qui font que ces personnes ne sont pas forcément à l'aise dans notre société. Nous voulons une société inclusive et pour avoir une société inclusive, il faut donc adapter nos structures, adapter nos offres en fonction donc de ces personnes.
pour appuyer un peu ce dont Farida parlait, à qui a adressé la campagne. Et aussi à ces femmes qui sont handicapées, parce que oui, elles se disent, oui, bon, voilà ma situation, je ne suis pas comprise aux réunions de famille, je n'ai pas le droit de parler parce qu'on se dit, je suis une personne handicapée, alors que ces personnes aussi ont beaucoup de choses à apporter à la communauté. Si on ne leur donne pas la chance de s'exprimer, d'apporter leurs idées, on ne peut pas construire un monde inclusif. Donc, à elles, le message, c'est surtout pour qu'elles puissent comprendre que leur handicap ne les limite en rien. Elles peuvent, autant que les autres personnes valides, accompagner les initiatives, être présente dans les communautés. Madame Lawson dont je parle, elle, par exemple, elle a été plusieurs fois candidate aux élections. Ça veut dire qu'elle dit qu'elle veut porter ce message à l'endroit des plus jeunes, qu'une femme handicapée aussi peut briguer des mandats électifs, peut aussi servir sa patrie, servir sa communauté. Donc, à celles-ci, nous voulons leur dire qu'elles peuvent aussi accompagner ou être présentes dans la vie de leur pays en ayant d'abord confiance en elles, en leurs capacités, en se cultivant, en acceptant donc de jouer aussi leur contribution et à avoir suffisamment confiance en elles. J'espère qu'à la fin de cette campagne que vous avez initiée, il y aura un tant soit peu de structures installées pour permettre à ces femmes, que ce soit pour aller à l'hôpital ou encore dans d'autres lieux, de pouvoir le faire aisément. Parce que déjà, étant femme, quand vous arrivez à certains endroits et que vous êtes discriminée, ça fait mal. Donc, imaginez si vous êtes en plus handicapé et qu'on ne vous autorise pas à avoir accès à certains lieux. Vraiment, force et courage à vous pour cette campagne. Merci. Alors, quels sont, selon vous, les grands défis, les plus grands défis auxquels font face ces personnes handicapées, je veux dire? Bon, je passe la parole. Je pense que j'avais déjà commencé en donnant quelques exemples. Et je pense aussi que nous n'avons pas abordé l'aspect économique de la chose. Vous voyez, quand une femme, de façon générale, la femme, quand elle a un peu de ressources, elle est beaucoup plus joyeuse. Voilà, bon, je ne vais pas dire que la femme, tout le monde, quand on a l'argent, on est content, on travaille, on va, on revient, on s'achète ce qu'on veut. Mais la femme handicapée, avant d'abord d'aller à l'école, de finir son cursus. C'est compliqué. À l'université, par exemple, de Lomé, les sourds-muets, il n'y a pas ils peuvent plus. Ils peuvent commencer à aller au primaire, CEG, lycée, mais après le lycée, c'est fini. Il n'y a plus de structure en place qui peut les accepter pour les études supérieures. Nous voyons pour les handicapés visuels, eux, ils ont la chance de continuer, d'écouter, d'aller avec les brailles, de lire et autres. Mais les personnes sourdes, c'est un peu compliqué pour l'éducation. Donc, nous sommes sur un marché de l'emploi compétitif. Et il faut se limiter au bac 2, vous voyez qu'il y a beaucoup d'emplois que les personnes sourdes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas occuper. Ah, ça, c'est vrai, hein? J'avais jamais vu cet aspect de la chose. Oui. Quand nous prenons les marchés, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément adapté. Donc, elles ne peuvent pas exercer une activité là-bas. Celle dont je parlais tout à l'heure, qui est allée à l'hôpital, elle est couturière. Donc, ce qu'elle nous a raconté, là où elle est allée premièrement pour apprendre la couture, la dame a refusé parce qu'elle se dit, elle ne sera pas utile, elle sera un poids pour moi. Et finalement, une autre personne a accepté et elle, on a fait l'effort de lui trouver une machine à main. Voilà. Donc, elle a commencé comme ça. Elle a fini. Elle est installée à son propre compte. Mais entre nous, vous imaginez comment nous traitons les couturiers. C'est-à-dire qu'on dit ils ne livrent pas au délai. On va se dire, on veut. Oui, on va se dire, bon, elle, c'est une personne handicapée. Si je lui remets ça aujourd'hui, c'est parti peut-être pour quelques mois, des mois avant qu'elle ne me livre. Donc, on ne leur fait pas confiance. Donc, on ne leur confie pas des activités. Et ça fait qu'elles vivent dans une situation de précarité. Voilà un autre défi auquel ces personnes sont confrontées. Et pour parler spécifiquement des femmes, vous savez, celle dont je parlais, qu'elle est enceinte,
je racontais l'histoire quelque part et puis quelqu'un me dit, mais comment elle a fait pour être enceinte? Pour tomber enceinte. comme elle autre, elle n'a pas droit à une vie santé sexuelle, à une vie de couple. Oui, et même les médecins, même pour nous qui allons à l'hôpital en étant femmes valides, vous savez comment ça se passe. Parfois, les médecins, on se dit, toi, tu es très jeune, ou tu as 3 enfants, qu'est-ce que tu veux faire avec un 4e enfant? Et imaginez pour ces personnes ce qu'elles peuvent entendre des agents de santé. Je ne dis pas forcément que c'est général, mais ce sont des stigmatisations qui existent. Donc, l'autre défi aussi pour ces personnes, c'est de pouvoir avoir accès à une santé sexuelle et reproductive, avoir accès à des services de soins de qualité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux défis que ces personnes rencontrent. Alors, oui. Bon, moi, je vais revenir sur toutes les femmes en général, de ce que moi j'ai, de par mes expériences. Le vrai défi, c'est par rapport à l'autonomisation de la femme, comme ma consoeur vient de le dire, c'est par rapport à l'autonomisation de la femme, parce que la majorité des femmes elles ont des activités. Il y en a qui ont des activités génératrices de revenus, mais il y en a qui n'en ont pas forcément. Et lorsque ces femmes sont victimes de violences, elles n'arrivent pas à, par exemple, quitter le foyer. Parce que normalement, ces violences-là, d'une telle gravité, qui doivent faire en sorte qu'elle quitte le foyer, elle ne peut pas partir parce que c'est le mari qui est tout, qui subvient à tout dans la maison. Besoins. Donc, elle ne pourra pas partir. Il y a aussi par rapport à l'éducation. Il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation. En fait, ça, il y a aussi une volonté de notre part aussi. Il y a des femmes aussi les femmes, elles vont à l'école et après, elles arrêtent les études. On peut lier ça aussi à notre culture africaine. Il y a des gens qui disent qu'on se dit la femme, elle doit éduquer les enfants à la maison, elle n'a pas besoin de faire de trop grandes études. Et puis, les conséquences par rapport à ça, je vais le lier à un cas que j'avais reçu. Il s'agissait d'une femme qui a... Bon, ça, c'est pas forcément trait à l'étude. Je peux dire que c'est un peu trait à la culture. Une femme qui est avec son concubin et elle a prêté des sous à son homme. Naturellement, tu prêtes de l'argent à ton homme, tu ne peux pas exiger à ce que ce dernier signe un papier. Et arrivé à terme, normalement, il devrait rembourser à une date donnée. Je pense que la somme, c'était un peu plus d'1 million. Il a dit, où est la preuve? Qu'est-ce qui atteste vraiment que tu m'as prêté? C'est pour rigoler? Mais bien sûr, il n'y a pas de preuve. Waouh! Il n'y a pas de preuve. Et après, les autorités ont dit que, mais monsieur, tu t'attends à ce que ta femme te donne un document à signer et tout. Et après, il a dit, ok, bon, je pense que je pourrais lui donner une somme de 200 000, mais les 1 million là, non, c'est pas... Bon, ça c'est très... C'est un cas pratique, c'est très aussi à la culture, parce que c'est une femme qui va te remettre un papier à signer, mais le mari aussi va te dire que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle pourra me faire dans 10 ans ou 5 ans? Cette femme, elle a un peu éveillé d'esprit, elle a un peu cultivé. C'est un peu très à la culture, quoi. Ce sont des défis vraiment que nous rencontrons. Et puis, il y a par rapport aussi à la dénonciation. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à dénoncer. Et ça, c'est vraiment... Les violences basées sur le genre, on en parle, mais parfois dans la société, même les femmes abusent d'autres femmes, soi-disant parce que cette dernière peut-être n'a pas toutes les conditions nécessaires, elle n'a pas tout qui est réuni, ce qui fait qu'elle n'a pas droit à telle ou à telle encore faveur de la société. Mais ce que nous oublions, c'est que nous tous, nous sommes des handicapés potentiels, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors, nous allons parler d'autres sujets. Est-ce que vous avez le soutien qu'il faut dans cette campagne? Est-ce que tous ces partenaires que vous avez cités, est-ce que réellement ils vous soutiennent comme il faut pour la cause de la femme handicapée? Oui, je dirais oui. Et je ne m'attendais pas à autant d'adhésion, il faut le dire. Parce que... et pour la campagne, d'ailleurs, on s'est pas pris très tôt. L'idée est venue, on a juste voulu faire un article, mais on s'est dit le sujet est assez vaste, très vaste. et a besoin d'un peu plus
Donc, c'est pour ça que nous avons initié la campagne et nous avons demandé une audience, comme je l'ai dit, pour en parler avec la ministre. Elle a trouvé ça intéressant et elle nous a donné son OK. Donc, ses services techniques nous accompagnent sur tout le projet. Elle nous a introduit à l'UNFPA qui a accepté nous financer les temps de passage, la rencontre du 9 décembre. Donc, je dirais que nous recevons l'appui qu'il faut. Le CACIT, je n'ai même pas eu besoin d'introduire un courrier pour qu'on accepte volontiers nous accompagner sur la campagne. C'est pareil pour les autres acteurs. Et comme je l'ai dit au début, nous étions 3 partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes à 6-7 partenaires. Ça veut dire que nous recevons le soutien, nous recevons l'adhésion des autres. Et quand nous publions les messages liés à la campagne, les réactions qui viennent nous font comprendre que nous sommes sur un terrain qui a besoin d'être cultivé. Donc, oui, nous recevons le soutien qu'il faut. Le soutien nécessaire. Et comme on l'a dit, le soutien, au-delà de cette campagne, sera de mettre en pratique ce que nous demandons, ce que nous souhaitons pour les personnes handicapées. Donc, s'il y a des personnes qui sont à l'écoute, qui peuvent faire quelque chose pour les femmes handicapées, qui n'hésitent pas. Alors, Farida, quelles sont les formes de violence basées sur le genre que vous traitez au sein du CACIT? Alors, nous avons une panoplie de formes de violence, notamment la violence physique, qui constitue des coups et blessures. Ce sont des violences qui sont vraiment flagrantes, que tout le monde peut constater à vue d'œil. Nous avons les violences psychologiques, qui sont un peu, on va dire absentes à vue d'œil. Mais là, ça se manifeste par le fait que la victime soit triste, le fait que le partenaire, par exemple, diminue son estime d'elle-même. La victime se retrouve isolée. Elle se détache en quelque sorte de sa famille. Nous avons aussi la violence, l'harcèlement sexuel. Nous avons aussi on peut mettre aussi les violences domestiques, qui ont aussi les liens avec les violences physiques. Les violences domestiques englobent un peu le tout. Ce sont des violences conjugales, comme je l'avais dit un peu plus tôt, ou les violences qui sont faites par une personne que la victime connaît, une personne de la famille. Donc, quelles sont les formes les plus récurrentes? Les violences, je pense que tout. Il y en a les violences, oui, parce qu'une violence physique inclut forcément une violence psychologique. Oui. D'accord. Quelle forme avez-vous déjà rencontré le plus sur le terrain, Eugénie? C'est vrai que la violence physique est beaucoup plus connue de façon générale parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui est plus visible. Et avec Africaine, nous sommes basés donc sur les thématiques de genre et de violence faites aux femmes. Et je me rappelle qu'il y a moins d'1 an, nous avons produit un article sur la violence psychologique et nous avons fait passer un témoignage d'une jeune dame qui s'est retrouvée mariée par chantage. En réalité, le mariage pour les femmes, c'est que je veux me marier, Mais elle s'est mariée parce qu'elle devait se marier. C'est-à-dire que... Elle devait de l'argent ou sa famille devait de l'argent? Non, loin de là. Elle était en couple avec un homme. Tout se passait bien. Et elle s'est rendue compte à un moment que ça ne collait pas, qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait forcément. Et elle voulait quitter la relation. Le monsieur lui a dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas partir parce que voilà, on doit rester ensemble. Et moi, je veux rester dans la relation avec toi. Et elle ne voulait pas. Malheureusement, il y a eu tellement de chantage parce que le monsieur avait des vidéos d'elle toute nue. Donc, le monsieur lui disait, je vais balancer ça sur la toile, je vais envoyer à tes amis, à tes parents, on verra qui tu es vraiment. Et elle n'a pas pu passer. Et finalement, le monsieur lui a proposé de se marier. Elle a accepté, elle est dans le mariage. Et chaque jour, elle vit la violence psychologique parce que le monsieur il fait pression, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, il sait qu'elle peut pas partir. Donc ça par exemple c'est une violence qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou d'entendre. On lui a fait un reportage, on a fait un reportage ensemble. On lui a donné la parole, elle a expliqué, on a fait notre article, ça fait un peu le tour.
Et les retours que nous avons eus, à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message par rapport à l'article, écoute, dis à cette dame de quitter, il ne fera rien. Je lui envoyais les messages que les gens envoyaient par rapport à l'article. Pour l'encourager, en fait. Elle est partie. Ah oui? Elle est partie, oui. Le monsieur n'a rien fait. Mais voilà un bon soulagement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des violences qui existent que nous voyons et il y a des violences que nous ne voyons pas, notamment les violences psychologiques. Et les victimes, souvent, ne savent pas qu'elles sont victimes de violences psychologiques et ne savent pas comment sortir donc de la situation. Et il faut justement les centres d'écoute, des personnes, les médias que nous sommes également, pour en parler, pour qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent quitter la situation. Il y a aussi les violences économiques dont on parle très peu, qui sont là aussi et qui font assez de mal à la femme. Parfois, parlant de violences économiques, excuse-moi de t'interrompre, on se dit que la femme n'a pas forcément besoin de grandes choses et donc, du moment où le monsieur pourvoit à ce qu'elle a besoin, pourquoi est-ce qu'elle doit vouloir être indépendante économiquement? Mais ça dépend de ce que vous vous êtes dit dans le foyer. Alors, une femme qui accepte, elle accepte. Le mari lui propose, c'est une proposition. Je propose que tu restes à la maison, que tu gardes les enfants pour l'éducation des enfants. Et elle accepte. Et le mari lui pourvoit à tout. Là, on ne peut pas parler de violence économique parce que ça, c'est un consentement. Voilà. Mais il y en a, tu n'as même pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de faire aucune activité. Tu restes à la maison, c'est ta place. Et c'est quoi? C'est pourquoi les hommes font ça? En fait, c'est pour la domination. Parce qu'on se dit, une femme qui est autonome, elle ne respecte plus. Elle va quitter le foyer quand elle veut. Oui, elle va quitter le foyer quand elle veut. Alors que ce n'est pas forcément ça. Nous sommes des femmes. Une femme, quand elle t'aime, elle peut avoir des limites. Oui, elle va rester. Elle peut même subvenir à tous tes besoins. Elle va rester. Donc, il faudra qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. Tout le temps, les femmes qui sont autonomes, elles quittent le foyer. C'est pas forcément ça. C'est juste cette partie que les gens voient. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, en fait. Les violences basées sur le genre, c'est un sujet assez large. Oui, Eugénie, Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la violence économique. Au-delà du foyer conjugal, il y a également dans les entreprises, dans les sociétés où la femme n'est pas rémunérée selon son travail. Ça, c'est de par le monde. C'est pas seulement pour les personnes handicapées. Non, c'est de façon générale. Donc, la femme n'est pas rémunérée en fonction de ce qu'elle fait, mais on se dit, elle est femme, elle n'a pas assez de charges, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Et dans les structures, surtout privées, au niveau de l'État, quand vous êtes fonctionnaire de l'État, vous avez le même salaire que l'homme, à condition que vous ayez le même boulot, vous travaillez le même diplôme, voilà. Mais dans les privés, les salaires sont définis en fonction du genre. Souvent, très souvent, c'est ça. On dit la femme, elle va tomber enceinte, elle ira en congé de maternité, je dois payer les frais les congés de maternité, elle ne me sera pas bénéfique. Et il y en a qui ont décidé carrément de ne pas employer de femmes dans leur entreprise. C'est une violence économique. Ne pas payer la femme en fonction de son diplôme, en fonction du travail qu'elle fait, ou payer la femme moins que l'homme, c'est une violence économique. Refuser d'embaucher une femme parce qu'elle est femme, c'est une violence basée sur le genre et une violence économique. Discrimination. Donc, oui. Donc, il y a de ces violences aussi qui existent et dont on en parle le moins. Alors, certainement que la voix des femmes handicapées porte peu. Quels moyens mettez-vous en œuvre pour mobiliser les autorités, les familles, les communautés autour de cette problématique? Alors, comme je l'ai dit, notre rencontre ou notre campagne de communication s'adresse à tout le monde. Et si nous avons eu l'adhésion de la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, professeur Kosiwa Zinsou Klassou, c'est que le gouvernement est aussi conscient qu'il y a des défis à relever en matière de violence faites aux femmes de façon générale, mais de façon spécifique aux femmes handicapées. Donc, notre plaidoyer, nous allons élaborer un document de plaidoyer. Nous allons partager cela avec les autorités, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers du pays, les organisations de la société civile, pour que chacun puisse prendre en compte les besoins spécifiques de ces femmes dans le cadre des projets.
il y a des projets de construction de marché. Le plaidoyer sera, par exemple, d'inclure, d'avoir des espaces pour les personnes handicapées, des femmes handicapées. Dans les centres de santé, le plaidoyer sera d'avoir des personnes ressources qui sont là que pour les femmes handicapées, qui peuvent accompagner les femmes handicapées quand elles viennent à l'hôpital. Donc, ce sont des plaidoyers que nous allons faire après cette campagne de communication, et je pense que nous sommes engagés sur la thématique et nous allons faire en sorte que ce que nous avons commencé, qu'on puisse nous écouter et qu'on puisse mettre en œuvre les recommandations, le plaidoyer que nous aurons à faire. Ce ne sera pas par coup de magie. Nous allons continuer par ressasser les mêmes choses. Nous allons continuer par faire le plaidoyer pour que cela soit pris en compte. D'accord. Madame Farida, quelles mesures concrètes pensez-vous qu'il faudra mettre en place, surtout pour les femmes handicapées? Bon, je pense que ma consoeur a dit beaucoup de choses, mais je pense que il faut mettre aussi l'accent sur les médias. Il faut que les médias aussi en parlent. Relayer le message pour pouvoir inciter tout le monde aussi à avoir une participation assez collective pour le bien-être de ces personnes. D'accord. Je pense qu'on a touché un tout petit peu la question de cette violence ou ces violences basées sur le genre. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel message aimeriez-vous transmettre, adresser à nos auditeurs ou encore à ceux qui nous reçoivent ce matin chez eux? Alors, merci déjà à Radio Dina de nous avoir reçus. Merci pour l'opportunité. Merci également à tous nos partenaires, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et Togo. Remerciements également à CACIT, à FETAF, à l'association Tchoré, à l'association Together, à l'association des femmes handicapées émergentes en politique, et également à l'association Aprofeto. Et notre message sera surtout de dire aux femmes handicapées de ne pas baisser les bras, de rester, de continuer par lutter comme elles le font déjà, de ne pas sous-estimer leurs capacités. Et notre message à l'endroit de tout le monde, c'est que nous sommes des potentiels handicapés et il faut s'intéresser aux personnes handicapées dans nos communautés. Quand on a le pouvoir, il faut mettre en place des structures adaptées à ces personnes. Quand on peut, il faut accompagner les personnes handicapées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes handicapées qui représentent valablement notre société, que ce soit au plan national ou international. Je parle de Crédania, qui est styliste, modéliste et qui fait un peu partout des défilés de mode en ce moment. Alors, Madame Faridatou, quel sera le message de la fin pour aujourd'hui? Alors, mon message à l'endroit des femmes, c'est de ne jamais baisser les bras, c'est de continuer dans la lutte. Et par rapport aux violences, surtout, c'est de les dénoncer. C'est de les dénoncer, d'approcher les centres d'écoute. Et aussi, j'aimerais profiter pour dire qu'à cette occasion, nous organisons une foire de droits de l'homme au sein du marché de Nukafu, qui va aussi permettre à ces femmes-là de nous approcher pour pouvoir... nous faisons des sensibilisations quand même, mais permet à ces femmes de nous approcher pour avoir des informations, les sensibiliser, on va les écouter et ça sera vraiment bénéfique. La foire est associée à la campagne digitale Non, mais elle est associée aux 16 jours d'activisme. D'accord. Oui. La foire s'étend de quand à quand? On termine aujourd'hui normalement. Ok. Et hier, ça a vraiment été bénéfique pour nous. Donc, nous encourageons aussi les femmes à venir au marché de Nukafu pour au moins se faire écouter ou encore prendre des conseils. Des conseils. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à rappeler que personne n'est parfait. C'est parce que eux, leur handicap est visuel que vous pensez qu'ils sont peut-être moins que vous. Mais on est seulement censé identifier nos défauts, pas ceux des autres. Identifions nos défauts, essayons de les éliminer ou encore d'apprendre à vivre avec, plutôt que de stigmatiser les autres par rapport à leurs défauts, à leurs déficiences ou encore à leur handicap.
Je suis Joanita Blavautry. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Merci à Farida Toubrim de Cassit. Merci à Eugénie Galli-Sotosso d'Afriquel. Et bonne suite de campagne à vous. Merci beaucoup. On se dit à lundi. Très bon week-end à tous. Bye bye.